Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors je dis je suis très heureux, nous sommes très heureux, car vous avez vu que je ne suis pas tout seul. Voilà, je vous présente Fifi, alors c'est Wi-Fi mais voilà. Alors vous avez vu que j'ai pas mis d'armes, et d'habitude ici il y a mes coach guns, et voilà. Mais elle aime bien se mettre là, et j'ai dit bon comme on ne fait pas une vidéo sur les armes aujourd'hui, je sors pas les armes, et j'accepte Fifi avec moi. Voilà, donc Fifi. Ah oui, tu bailles. Voilà. Bon, alors vous avez vu les amis, le titre de la vidéo c'est les holsters de l'Ouest. Alors évidemment c'est un clin d'œil, c'est un hommage presque à cette série mythique, Les Mystères de l'Ouest, dans laquelle James West et Artemus Gordon déjouent tout un tas de complots visant à renverser le président. Et eux, ce sont deux agents secrets, deux agents spéciaux qui sont là pour faire régner l'ordre et déjouer tous ces complots. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette série parce que c'est une série assez ancienne quand même, qui est des années 60, ça ne nous rajeunit pas, mais qui a été diffusée jusque dans les années 90, c'est vous dire quand même le succès. Et il y a beaucoup de choses sympathiques à dire, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de trucs, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc je vais refermer la parenthèse si Fifi est d'accord. Bon, elle est d'accord, elle s'endort. On va refermer la parenthèse des Mystères de l'Ouest et on va se consacrer à l'objet de cette vidéo qui sont donc les holsters de l'Ouest. Alors pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur les holsters, qui n'est pas le sujet le plus excitant, on va dire, qui soit, et pourtant, quand on s'y intéresse, ça devient assez vite, je ne vais pas dire fascinant, le mot serait exagéré, mais ça devient quand même très très intéressant. Alors pourquoi j'ai voulu faire une vidéo là-dessus? Simplement, ma première idée, c'était de faire une vidéo sur ce ceinturon. Vous savez que j'avais demandé à NG Cuir, notre ami Nicolas Gosserand, NG Cuir, de me faire sur mesure un ceinturon cartouchière avec deux holsters, selon un cahier des charges assez précis. On a eu beaucoup de réunions téléphoniques et beaucoup d'échanges de mails, de photos et tout. Quand on s'est mis d'accord, bon ben voilà, le temps de la réalisation, il a fallu un certain temps, et j'ai enfin reçu ma commande. Et je dois dire que quand j'ai ouvert le colis, on est toujours un petit peu, on a peur d'être déçu. Moi, c'est la première fois que je travaille avec Nicolas, et puis ça sera pas la dernière, c'est certain maintenant. Mais pour la première fois, on se dit bon, est-ce que ça va répondre à mon cahier des charges? Est-ce qu'il va avoir compris vraiment ce que je voulais? Est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que bon, voilà, on est toujours un petit peu inquiet. Bon, j'ai été très très vite rassuré. L'ensemble est absolument magnifique. Je veux pas tomber dans les superlatifs splendides, éblouissants et tout ça, on va rester quand même assez sobre. C'est du très très beau travail. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je fasse une petite vidéo pour mettre le travail de Nicolas en lumière sur ma chaîne, comme un coup de projo. Et puis comme j'avais deux trois autres pièces, je me suis dit bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus riche à dire sur les holsters, de plus intéressant, de plus complet? Et très vite, je me suis mis à me documenter un petit peu, à chercher, et je me suis procuré un livre que vous voyez là, le livre Packing Iron, je vous le mets en gros plan. Ce livre Packing Iron, ça m'avait été recommandé par Nicolas, je ne connaissais même pas l'existence de ce bouquin, et Nicolas m'avait dit, tu sais, moi, toute mon inspiration, je la puise dans un livre, c'est Packing Iron, qui est la Bible, enfin l'ouvrage définitif sur les holsters de l'Ouest. Donc, et notamment sur ce holster, puisque c'est un modèle qu'on trouve effectivement dans le Packing Iron, et je voulais quelque chose d'historique, ça faisait partie de mes critères. Donc, Nicolas m'en avait parlé, moi je ne me l'étais pas procuré, mais en souhaitant faire cette vidéo, évidemment, je me suis mis à le chercher, je l'ai trouvé, et voilà, et c'est vrai que c'est un très 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 beau livre. La plupart des photos que vous allez voir défiler tout au long de la vidéo pour illustrer mes propos sont issues de ce bouquin. C'est vraiment, il y a une iconographie extrêmement riche. Alors évidemment c'est en anglais, je galère un peu, mais bon, j'y arrive quand même. Merci Google Translate. Enfin voilà, donc je commence à faire mes recherches et tout, et puis je me dis, je commence à comprendre comment on est passé d'un modèle de holster à un autre. Alors la période qui nous intéresse, c'est sûr, c'est l'Ouest américain, on va dire c'est la deuxième moitié du 19e siècle en Amérique. Mais c'est vrai que si on voulait s'intéresser à l'histoire des holsters, il faudrait remonter bien avant. On est d'accord, mais c'est pas le sujet qui nous intéresse, bien qu'il y aurait beaucoup de choses sympathiques à en dire, parce que
En fait, de tout temps, l'homme, quand il construit une arme, il cherche aussi à fabriquer de quoi la transporter, de quoi l'emporter ou la porter, etc. Ou même la protéger. Les fourreaux n'ont pas qu'une fonction de transport, c'est aussi pour protéger la lame, par exemple, sur une épée. Bon, les armes à feu, c'est pareil. Voilà. Faut savoir que les premières armes à feu, parce que je suis obligé quand même de remonter un petit peu, c'est comment on portait les pistolets avant qu'on ait des holsters comme ça. Voilà. Bon, on les portait dans des fontes de sel, on les portait dans des étuis d'arçon. Là, je vous montre quelques photos qui illustrent bien ça. On voit bien, fonte de sel, c'est à l'arrière de la selle, et les fontes d'arçon ou les étuis d'arçon sont devant. Et ce sont des espèces voilà, c'est des espèces de gaines comme ça où on mettait les pistolets. Il faut savoir que par exemple, le Colt 1847 était porté par les militaires dans des fontes d'arçon, parce que le pistolet, je rappelle, enfin le revolver, pardon, il fait quand même 2,1 kg. Faut s'appeler Clint Eastwood pour le manier comme il le fait dans José Wells hors la loi. Mais pour tout le monde, 2,1 kg au bout de la journée à la ceinture, c'est insupportable. Donc cette arme était portée dans des étuis d'arçon, à l'avant. Avec un rabat justement parce que fallait protéger l'arme, de même que dans les fontes à l'arrière, vous avez un rabat pour protéger l'arme des intempéries, de la pluie et de la poussière, même ne serait-ce que de ça. Voilà, donc c'est important de dire quand même qu'au départ, c'était sur les chevaux. Alors comment on est passé des chevaux au cavalier et du cavalier au piéton, pour ce qui est des pistolets et des revolvers? Eh bien, c'est en 1849 qu'un bourrelier c'est un artisan du cuir, c'est quelqu'un qui travaille le cuir, donc un bourrelier de San Francisco, on est en Californie, a l'idée de faire ce type de holster. Je vous le mets en gros plan également. Voilà. Et ce holster, puisqu'il est né en Californie, on l'a appelé le Californian Pattern. Et il a pris le surnom également de Slim Jim en raison de sa finesse, voilà, de sa minceur. Et donc c'est un holster qui s'est très vite imposé partout, et qui s'est décliné, d'ailleurs je vous le montre aussi à l'écran, qui s'est décliné avec des franges, enfin toutes les ornementations possibles, imaginables, voilà. À l'époque, quand vous achetiez quelque chose, alors si vous ne le faisiez pas personnaliser, vous aviez ça, mais très souvent, les cow-boys, en tout cas les utilisateurs, voulaient personnaliser pour donner un petit... pour être les seuls à avoir ce modèle, etc. Bon, voilà, ça n'a pas changé aujourd'hui, hein. C'est toujours pareil quand... bref, on veut personnaliser absolument nos armes, etc., ou enfin les rendre uniques, etc. Bon, pas que les armes, hein, toutes sortes d'objets, voitures et compagnie. Enfin bref, donc toujours est-il qu'à partir de 1849, commence à se répandre dans tout l'Ouest ce type de holster, donc California Pattern. L'armée n'est pas en reste, puisque l'armée va passer également sur un étui que vous reconnaissez. Je vous mets quelques photos, parce que celui-là, c'est pas un modèle, c'est un modèle militaire, mais il n'est pas marqué US, donc je vous mets quelques photos US, mais ça reprend la forme générale, et vous voyez qu'on est sur un profil quasiment identique. C'est un Californian Pattern également. Sauf que l'armée, toujours dans le souci de protéger son matériel, avait demandé aux fabricants d'ajouter un rabat de façon à protéger l'arme de la poussière, des intempéries, etc., ce qui est logique. Mais pourquoi, d'un seul coup, est-on passé des pistolets, des revolvers portés par le cheval à ceux portés par l'homme, par le cavalier ou par le piéton? C'est tout bête en fait. C'est que l'industrie armurière et l'industrie métallurgique avaient fait tellement de progrès, que on dirait des sauts qualitatifs aujourd'hui, que le poids des armes a été abaissé, la dimension des armes également, tout en augmentant d'un autre côté la puissance de feu. Vous voyez, on arrive aujourd'hui à produire des armes extrêmement puissantes et pas très grosses. Et à l'époque c'était exactement pareil. Les progrès étaient tels que les armes, pour le coup, on pouvait les porter à la ceinture. On n'avait plus besoin de les laisser sur le cheval ou d'avoir des fontes de sel ou des fontes d'arçon pour les porter. Ce qui explique la naissance de ces étuis, tout simplement.
Mais c'est des étuis qui ont même s'ils sont très répandus, même si... alors je parle évidemment pour la version civile, parce que la version militaire, elle va très très peu bouger. Voilà. Elle n'aura pas d'ornementation, elle n'aura pas de franges, de trucs comme ça, évidemment. Ça ne va pas bouger dans le temps. En revanche, celui-là va évoluer, évidemment, se personnaliser, comme on l'a vu. Mais ces étuis ont une faiblesse. En ont deux, en réalité. La première, c'est la qualité du cuir. On est sur du cuir très souple. Là, vous voyez, je fais ça, c'est dur, comparé au cuir de l'époque. Et déjà, on peut se dire que c'est souple. C'était pire à l'époque. Les étuis Californian Pattern étaient souples, étaient faits dans le cuir des vestes, le cuir des ceintures, et on n'était pas sur des cuirs très très épais et rigides. Donc ça brinque-ballait un petit peu à la ceinture, c'était pas toujours bien ajusté, donc c'était pas le top quand même, voilà, hein, pour résumer. Et il y avait une faiblesse, une deuxième faiblesse, c'est que vous le voyez ici, voilà, il y a un passant, une pièce de cuir qui était cousue, la ceinture passait dedans et vous portiez votre arme comme ça. Il y a quelques images qui l'illustrent bien à l'écran, et on voit que c'est pas la manière la plus sécurisante, la plus fiable pour porter une arme. Mais c'est surtout que le poids de l'arme reposait entièrement sur cette couture. Donc sans arrêt, très fréquemment, il fallait réparer parce que les coutures, elles cédaient, elles s'usaient et ça cassait, quoi. Donc il fallait réparer, c'était un problème. Problème rencontré également sur le modèle militaire, puisque tout le poids de l'arme reposait sur cette couture. Voilà. Donc il fallait remédier à ça. Et j'ai envie de dire que c'est l'usage qui a fait que les holsters ont évolué, et qu'on peut parler d'un certain darwinisme des holsters, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est assez étonnant comment on est passé de ces holsters, somme toute classiques, un peu fragiles, pas très solides, à ce qui deviendra le holster le plus répandu dans tout l'Ouest, et ce pendant plus de 20 ans, c'est le Mexican Loop, le holster Mexican Loop, qui n'est pas sans défaut, mais quand les défauts ont été corrigés, c'est devenu le plus répandu, le plus solide. Vous pouviez faire toute une carrière avec un seul holster, c'est indestructible, si vous en preniez un tantinet soin. Donc comment on est passé de ces types de holsters à un holster beaucoup plus abouti, beaucoup plus solide? Et bien c'est très simple. Une fois encore, c'est la guerre qui a apporté un peu les solutions, comme c'est souvent le cas. La guerre fait faire, ce que je disais tout à l'heure, des sauts qualitatifs. Quand la guerre de sécession s'est terminée, on est en avril 1865, la grande majorité des soldats a été renvoyés dans leur foyer, ils sont retournés chez eux, et beaucoup sont repartis avec leur revolver et leur holster. Alors, ils n'avaient plus la nécessité évidemment de garder le rabat, donc il y en a beaucoup qui tout simplement ont coupé le cuir, et ils se retrouvaient donc avec un Slim Jim, un Californian Pattern tout bête, avec de quoi le suspendre à la ceinture, mais tout en conservant la fragilité des coutures. Et puis, il y a eu un petit malin, son nom n'a pas, enfin la postérité, pardon, n'a pas retenu son nom, mais lui s'est dit, tiens, moi le rabat, je ne vais pas le couper, je vais faire ça, voilà, et je vais le coudre ici. Ce qui fait que le gros du poids de l'arme sera supporté par le cuir, et ne sera, en tout cas dans une moindre mesure, supporté par la couture. Et c'est là où petit à petit, eh bien, on arrive à cet aboutissement, le Mexican Loop. Alors, pourquoi Mexican Loop? Parce qu'il a été produit en premier, on va dire, fabriqué en premier, inventé même en premier au Nouveau-Mexique. Et les loops, vous savez, loop ça veut dire boucle en anglais, hein, c'est L2OP. Et c'est ces lanières de cuir qui sont découpées dans la partie arrière du holster. C'est une seule caisse de cuir en fait, hein. Et puis on découpait deux lanières et la partie du holster en lui-même était enfilée dans ces deux lanières, et à ce moment-là vous aviez quelque chose d'absolument parfait, ou quasiment, on va voir qu'il y avait des petits défauts quand même, où vous aviez évidemment tout d'une pièce de cuir, la ceinture qui passait ici, il n'y a plus aucune couture qui supportait un poids quelconque. La couture était juste ici pour fermer en fait
les deux volets du holster, mais c'est tout. Il n'y avait aucune pression dessus. Il y avait, voilà, c'est un holster dans sa version définitive. On va voir les petites améliorations qui, comme je le disais, vous pouviez faire toute votre vie avec un même holster sans risque de l'abîmer, pour un peu que vous étiez un minimum soigneux quand même. Voilà. Alors il faut savoir que je vous laisse découvrir quand même à l'écran quelques photos d'époque où on voit de quelle manière étaient portés ces holsters, et vous allez voir qu'il y a quand même des petits défauts. Notamment qu'on est toujours sur du cuir très souple, très très souple. Ce qui fait que le défaut principal du Mexican Loop, c'est que quand vous dégainiez votre revolver, le holster venait avec. Tout simplement. On le voit bien dans les deux images que je vous montre là, on voit bien que les loupes, les lanières de cuir, elles sont parfois très lâches, elles tiennent plus rien du tout en fait, parce que le holster n'est pas très bien fait. Donc c'est pas étonnant que ça sorte. Alors, un bourrelier de Cheyenne, la ville de Cheyenne dans le Wyoming, a eu l'idée de faire un petit renfort ici, c'est-à-dire de découper son cuir en faisant un petit renfort sur cette partie-là, voilà, entre les deux lanières de cuir, entre les deux loupes, de façon à ce que quand on tire l'arme, le holster reste coincé entre les deux loupes. Ce qui était une excellente idée, d'autant que dans le même temps, évidemment, on a développé des cuirs plus épais, on les a travaillés de façon plus rigide, ce qui fait qu'après, aujourd'hui par exemple ça, pour le fabriquer c'est pas un problème, mais après le cuir est durci, alors je sais pas par quel procédé, je m'y connais pas assez, mais vous pouvez plus l'enlever quoi. Le truc c'est fini, vous pouvez plus l'enlever. Donc là vous avez quelque chose dans un cuir très épais qui peut vous durer toute la vie. À savoir également que très tôt les bourreliers avaient leur marquage, vous savez, parce qu'ils fabriquaient des selles, ils fabriquaient tout un tas de trucs en cuir, et je vous montre à l'écran différents tampons qui étaient imprimés sur le cuir, de façon à distinguer fabrication d'un tel et un tel. Voilà, c'était un peu de marketing aussi, c'était une manière de dire, voilà, moi j'ai un ceinturon de chez du Schmoll, et toi non, voilà. Bon, parce que les armes, ça a quand même de tout temps été un marqueur social aussi. Hein. Donc le holster, pareil. Dans la vieille Europe, on va dire, la noblesse portait l'épée, c'était un marqueur social. L'étui, s'il était richement orné, c'était aussi un marqueur social. Donc c'est pareil, en fait, avec les holsters de l'Ouest. On s'aperçoit, sur les Mexican Loop, comme je vous ai montré sur les Slim Jim, vous avez tout un tas de modèles, je vous en montre quelques-uns à l'écran. Vous voyez qu'il y en a avec des clous, il y en a avec des conchos, c'est ces rondelles de métal, ça pouvait être carré, ça pouvait être, enfin peu importe, des pièces de métal qui ornementaient le holster, ça pouvait être, enfin voilà. Vous pouviez avoir une sangle, un seul loop, et vous pouviez en avoir 4 ou 5. Hein, on en voit sur les photos. Bon, c'était personnalisable, on va dire, à l'infini. Donc, le problème était donc réglé, ça devenait le holster le plus diffusé, le plus répandu, le plus vendu, le plus utilisé, le plus... Voilà. On est au début des années 1880, fin des années 1870, début des années 1880, et jusqu'en 1910-1915, c'était toujours utilisé. Alors, évidemment, le Slim Jim a toujours été fabriqué, le Californian Pattern a néanmoins toujours été fabriqué, puisqu'il y en a qui le préféraient pour diverses raisons. Mais on va dire que le champion de toute catégorie, c'est le Mexican Loop. Alors il y a une variante du Mexican Loop, c'est-à-dire que les loops ont été remplacés par des skirts. Voilà, je vous montre deux images, je ne sais pas si on les distingue bien. En fait, c'est deux pièces de cuir qui sont rivetées ou cousues et qui permettaient d'autres ornementations, d'autres façons de construire un holster. Voilà. Donc c'est ce qu'on a appelé les Mexican Skirt, S-K-I-R-T. Donc à la base Mexican Loop, qu'on pouvait effectivement modifier en Mexican Skirt. Voilà. Alors il existe quelques autres holsters, notamment, alors beaucoup moins répandus bien entendu, c'est les holsters d'aisselle, d'épaule, un peu sur le principe de celui que portait Doc Holliday. Enfin, l'histoire dit qu'il avait un holster comme ça. Je vous en montre un à l'écran, un ou deux.
Voilà, donc ça se rapproche un peu de nos holsters d'aisselle aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire des lanières, et puis un étui, un holster, et puis l'arme dedans, quoi. Et puis vous avez aussi cette variante, un petit peu plus rare à mon avis, et très efficace probablement pour sortir son arme rapidement. Voilà, on est sur un holster d'aisselle, mais on va dire avec un clip de rétention, avec une patte de rétention. C'est un peu ce qu'on pourrait dire un holster squelette. Et on comprend bien l'efficacité quand vous aviez ça sous votre veste ou sous votre redingote. Ben, vous n'aviez pas à sortir l'arme comme ça, vous aviez juste à basculer. Et voilà. Donc ça aussi, c'est pas vraiment un holster, mais c'est un dérivé. Et celui que je vais vous présenter maintenant, alors lui c'est carrément pas un holster du tout, mais ça m'a semblé intéressant parce que le Packing Iron en parle aussi. Alors à mon avis pas très répandu, mais ça a existé. C'est ce système-là. Voilà, vous voyez cette languette de cuir, languette de métal, cette pièce de métal, dans laquelle il y a une fente comme ça, et dans cette fente on pouvait introduire une vis qui était fixée au colt. Là on le voit sur un SA, on voit très très bien. Et cette vis vous permettait de faire pivoter l'arme sans avoir à dégainer quoi que ce soit. Il suffisait juste d'orienter l'arme et vous appuyez sur la détente et voilà. Alors vous allez me dire, pour tous les tireurs que nous sommes, c'est impossible de toucher une cible en faisant ça, quoi. Voilà. Et vous avez raison. S'il s'agit des westerns hollywoodiens, des duels à la Sergio Leone, bah, effectivement c'est impossible. Parce que dans certains de ces films, vous voyez les mecs qui sont à 50 mètres l'un de l'autre, et ils se tirent dessus comme ça, en fanning, et ils se touchent en plus, quoi. Enfin voilà, bon, on est vraiment au cinéma. Dans la réalité, les fusillades se passaient pas du tout comme ça. On a des tas de témoignages. On a des tas de dessins, de gravures, de peintures qui montrent ces fusillades, et ça n'a jamais existé, les duels tels qu'on nous les montre à l'écran, ça n'a jamais existé. Les mecs se tiraient dessus à bout portant. Ils n'étaient pas là à se fixer pendant 20 minutes en disant dès qu'il cligne des yeux ça veut dire qu'il va dégainer donc je vais dégainer avant lui, etc. Ça n'existe pas. Le premier qui sortait son arme et qui tirait, c'était pas forcément celui qui gagnait, mais généralement voilà, il valait mieux tirer en premier et surtout qu'il se tirait vraiment à bout portant, quoi, de l'autre côté de la table, bim, tac. Et là, un holster, enfin un système comme ça pivotant prend tout son sens. Parce qu'en fait, ben, vous en serviez pour descendre le gars qui était en face de vous, quoi, qui était à 2 mètres, peut-être même à 1 mètre. Donc bon, là on peut comprendre que ça a une certaine utilité, en effet. Voilà, on a fait le tour un petit peu de tous ces holsters. Maintenant, on va revenir sur le travail de Nicolas Gosserand, donc NG Cuir. J'ai fait une petite vidéo et je vous présente, enfin 2 petites vidéos que je vous présente, je vous mets à la suite. Pour en finir donc avec les holsters historiques, parce qu'on va voir qu'il y a eu des holsters qui ne sont pas du tout historiques, qui sont très bien néanmoins, mais qui ne sont pas historiques. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Bon les amis, je suis très heureux de vous présenter maintenant le travail de Nicolas Gosserand, NG Cuir, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Je lui ai commandé cette plateforme de 2 holsters, avec des critères, j'avais 2 critères en fait, c'est un critère historique, c'est-à-dire que je voulais absolument des holsters qui ont existé à l'époque du 19e siècle, fin du 19e, dans l'Ouest américain. Vous verrez que tous les holsters qu'on voit à l'écran ne sont pas tous historiques. Moi je voulais que ce soit historique, et le deuxième critère, je voulais pouvoir mettre dans ces holsters n'importe quel revolver, c'est-à-dire le Remington 1875, le SA que vous voyez là, le Scofield que vous voyez là, et que je puisse tout interchanger. Ce qui est le cas, je vous montre. Voilà, je peux passer le SA ici, le Scofield ici, et voilà, il y a une bonne rétention, voilà, ça me convient impeccable. Donc Nicolas a super bien travaillé, donc ne vous gênez pas pour aller visiter son site, vous verrez, c'est du très très beau boulot. Voilà, également la cartouchière que j'ai oublié de garnir, mais qui peut recevoir donc toutes les cartouches que vous voulez, ici en 45 long colt, mais vous pouvez choisir d'autres calibres évidemment. Et ici c'est le cross draw, hein, vous voyez la crosse en avant, ce qu'on appelle cross draw. Voilà, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Voilà les amis, là je vais vous présenter le travail de Nicolas un petit peu plus en détail, d'un peu plus près. Travail des coutures, travail du holster. Donc ça c'est le holster droit, le Mexican Loop. Voilà, avec son concho. Alors le concho c'est ces rondelles métalliques qui peuvent être carrées, qui peuvent être comme on veut en fait, hein.
voilà, et qui sont une ornementation en fait que vous pouvez dupliquer. J'aurais pu en mettre là, mais je voulais quelque chose de relativement sobre. Voilà, et je vous montre également le dessous. Vous voyez que là aussi, il y a un gros travail de fait, ce qu'on appelle la goutte d'eau. Ce qui fait que le canon ne dépasse pas. Moi j'ai choisi des holsters en 7 pouces et demi, de façon à pouvoir évidemment, vous l'avez compris, y mettre des 5 pouces, des 6 pouces, des 4 pouces. Voilà, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Ici la cartouchière. Alors la cartouchière, vous la choisissez évidemment puisque c'est du sur-mesure. Je rappelle que tout est entièrement fait à la main. Moi j'ai choisi 45 long col, sachant que le 44-40 y va également. Et vous choisissez le nombre d'alvéoles que vous voulez, évidemment. Là, on arrive sur le holster de gauche, comme j'ai pu vous le montrer en vidéo sur moi, qui se porte donc en cross-draw. Voilà, cross-draw, c'est cross vers l'avant. Et je l'ai voulu très sobre, de façon à ne pas alourdir l'ensemble. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo qu'il y a des holsters qui sont quand même très décorés, très chargés. Il faut être au moins un Mexicain pour pouvoir porter ça, quoi. Voilà, on termine sur la boucle. Donc très beau travail, très sobre, dans du très beau cuir, très épais. Ça respire vraiment la solidité. Et je vais me taire 2 secondes pour vous faire entendre. Si on l'entend, c'est le bruit, quoi. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'adore le bruit du cuir. Comme ça, je trouve ça génial. Voilà, le cuir qui chante. C'est magnifique. Voilà, donc je sais pas vous, mais j'espère que la vidéo a pu rendre vraiment compte du travail qui a été réalisé sur cette plateforme, sur cet ensemble. Moi, je le trouve absolument remarquable. Donc n'hésitez pas, il y a le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à contacter Nicolas. C'est quelqu'un qui est dans le cuir depuis plus de 15 ans, qui est bien connu dans le milieu, parce qu'il fait évidemment des très belles choses. Voilà, c'est quelqu'un de fort sympathique, de très ouvert, vous pourrez discuter avec lui, c'est quelqu'un de passionnant, et qui est surtout passionné par son métier. Voilà, c'est par ailleurs un musicien également, donc ma foi c'est quelqu'un qui a une âme artistique. Voilà, il en faut je pense pour obtenir ce résultat. Maintenant, on va aborder un holster qui pour moi est magnifique, mais qui n'a jamais existé. Donc là aussi j'ai tourné une petite vidéo. Je vous en fais profiter maintenant et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, et là les amis, je vous présente un ceinturon holster qui n'a jamais existé dans l'Ouest ancien. C'est ce qu'on appelle le modèle Buscadero. C'est le plus répandu dans les westerns, sauf dans quelques westerns qui sont fidèles historiquement. Sinon c'est l'étui qu'on voit le plus, qui a été popularisé dans les années 1920 par Hollywood. Mais aucun cow-boy n'a porté un holster comme ça. Modèle Buscadero. C'est très cinématographique, c'est très élégant même, peut-être même plus que les autres. Mais ça permet de dégainer facilement. Mais ça n'a jamais existé. Alors le Buscadero, c'est très élégant, c'est très pratique aussi. Vous dégainez rapidement et puis voilà, vous rengainez. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, voilà, c'est celui-là, hein, j'ai utilisé ce holster-là. Moi je trouve, comme je le dis dans la vidéo, c'est effectivement pour moi un des holsters les plus élégants. C'est le plus visuel, c'est le plus cinématographique. Alors je suis peut-être pas objectif quand je dis ça, parce qu'en fait, mon enfance a été bercée par les westerns, et comme dans tous les westerns, ils présentent ça, qui est une invention, comme je le dis, d'Hollywood des années 20, qui n'a jamais existé dans l'Ouest ancien. Donc je me dis, si ça avait été inventé en 1880 ou en 1885, à mon avis, beaucoup de cow-boys le porteraient, quoi. Parce que je trouve qu'il est plus facile à dégainer, et c'est plus beau visuellement, c'est plus impressionnant, c'est plus... Enfin voilà, donc je pense qu'il l'aurait utilisé en fait à l'époque. Et c'est vrai que si vous regardez quelques photos, je vous en ai montré, de cow-boys équipés avec des Mexican Loop, pour dégainer, c'est pas forcément évident, quoi.
Alors qu'avec un Buscadero, qui descend bien bas sur la cuisse, on est d'accord que c'est un petit plus, c'est-à-dire que vous allez gagner la fraction de seconde ou la seconde qui va faire que vous restez en vie ou vous mourrez, quoi. Voilà. Il y a un shérif, quand même, qui s'appelait Perry Owens. Je vous montre sa photo. Voilà, lui, le portait très bas. Voilà, mais ce n'est pas un Buscadero, pas du tout. C'est un bidouillage à partir d'un holster de Mexican Loop. Mais c'est pas du tout un Buscadero. Mais c'est vrai que lui, le portait très très bas. Bon, je sais pas exactement pour quelle raison, mais j'ai pas non plus tout été regarder tous les détails, mais j'ai trouvé cette photo et je me suis dit tiens c'est intéressant de montrer quand même qu'il y avait plusieurs façons, de même que vous aviez par exemple des ceinturons avec double rangée de, je vous en montre un, double rangée de munitions, des munitions pour le fusil ou la carabine et des munitions pour le revolver. Voilà, ça aussi ça existait. Voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour. Il reste maintenant à vous montrer quelques images des westerns qui ont tout faux et des westerns qui ont tout juste. Voilà. Alors évidemment, comme je vous disais, les plus répandus dans les westerns, même dans des chefs-d'œuvre comme Il était une fois dans l'Ouest, on voit des Buscadero, ce qui est complètement anachronique. Mais ça fait rien, ça n'enlève rien. C'est un chef-d'œuvre. Il était une fois dans l'Ouest est inattaquable. Bon. Vous avez par exemple Les 7 mercenaires avec Yul Brynner, où on voit qu'il a un magnifique Buscadero, donc ce qui n'existait pas. En revanche, dans la version avec Denzel Washington, la version plus récente, qui est de 2016 je crois, je ne sais plus, je vous montre une photo, là on voit que tous les étus ont été respectés. On voit du California Pattern, on voit du Mexican Loop, et on voit pas de Buscadero. Voilà, donc là, au moins l'accessoiriste, ou en tout cas la personne chargée des armes et des accessoires, a bien fait son job et on est cohérent. Voilà. On est cohérent également dans Open Range. Voilà, je vous montre 2 images. On est cohérent dans Appaloosa. Voilà, il y a quelques westerns quand même qui tirent, on va dire, qui tirent vers le haut en termes de cohérence historique. Alors qu'un chef-d'œuvre comme La Horde Sauvage, bon ben, se fout complètement. Encore que La Horde Sauvage, on est en 1913 je crois, La Horde Sauvage, 1911, 1913, il y a déjà des Colt 45, enfin les Colt 1911, il y a déjà des automobiles. Donc peut-être que finalement c'est pas si anachronique que ça de voir peut-être des holsters qui, bon, voilà, on va dire qu'à la limite, bon, voilà, peut-être, mais bon, bref. Voilà, il y a quelques films comme ça qui sont des chefs-d'œuvre absolus et qui pourtant ne respectent pas l'histoire, et enfin l'aspect historique des choses, et puis d'autres qui sont fidèles, et voilà. Bon, les amis, ça a été un petit peu long, il y avait beaucoup de choses à dire, et encore je me suis freiné. J'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois parce que j'étais parti dans des choses, dans des digressions qui nous amenaient comment on portait les premiers pistolets par exemple au Moyen-Âge. Comment à la bataille de Marignane on portait les pistolets. Il y avait des pistolets d'arçon à la bataille de Marignane, 1515, François Ier, Charles Quint. Il y avait des pistolets d'arçon, comment... enfin voilà... des petites choses comme ça, des petites anecdotes, mais je me suis dit que ça allait alourdir le propos et que la période qui nous intéresse, c'est globalement 1850-1900. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris 2-3 trucs, et voilà, je vous dis à très bientôt. Alors si je dois faire la vidéo sur les Koch Guns, sauf que les images que j'ai tournées dans mon nouveau stand, qui m'autorise donc à tourner toutes les vidéos que je veux, je ne suis pas entièrement satisfait, donc il va falloir que j'en retourne d'autres. J'ai pas assez de rush en fait, j'ai pas assez d'angle, donc il faut que j'en retourne quelques images. Et je travaille d'arrache-pied sur la fusillade d'Hockey Corral aussi, et ça c'est vraiment, vraiment passionnant. Je me suis procuré tous les bouquins possibles et imaginables qui parlent de cette fusillade, de façon à pouvoir recouper un peu toutes les infos. Je suis sur tous les forums US qui en parlent, je suis... Bon, voilà. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont une version, et qui en sont certains, et d'autres... enfin bon, bref, il y a des petites querelles comme ça, mais on va essayer, comme on fait toujours,
de dégager tout ça et de voir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Et vous allez voir que c'est fascinant, parce que sur une fusillade de 30 secondes, c'est pas ces 30 secondes-là qui sont importantes, vous l'imaginez bien, et 30 secondes où on voit d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se tirent à bout portant. Ils sont pas, d'ailleurs ils sont même pas au Quai Coral, ils sont à côté d'au Quai Coral, mais ils se tirent à 3 mètres, 2 mètres, voilà. Et ils arrivent à se louper quand même, hein. C'est-à-dire que, bon, ils finissent par se toucher, mais vous avez une scène comme ça qui illustre très bien ce genre de fusillade. C'est, ça me revient maintenant, c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, qui est un film génial. Alors, je me rappelle plus vraiment si je pourrais le qualifier de chef-d'œuvre ou quoi, mais je sais que franchement j'ai adoré ce film. Il n'y a pas énormément de coups de feu. C'est pas un film d'action, mais c'est un film extrêmement profond. Et la psychologie des personnages est très très bien étudiée, très très bien rendue à l'écran. Alors, on voit à un moment donné dans une pièce, dans une chambre, ils sont 2 ou 3, je crois, ils se tirent dessus. Enfin, il y a quelqu'un qui fait éruption dans la chambre et qui commence à tirer, mais à 2 mètres, quoi. Et ils se loupent. Alors, ils finissent par se toucher, mais au début, ils se loupent, quoi. C'est vous dire que ça, c'est réaliste. Voilà. On se tire dessus et puis on s'aperçoit que, voilà, la fusillade de Quai Coral, le réacteur n'a même pas été touché. Alors, ses frères, tout ça, ont été blessés, mais lui, rien, il passait au travers. C'est vous dire que, voilà, c'était pas si évident que ça, les duels en revolver à l'époque. Voilà, allez, je clôture là-dessus. Les amis, on se retrouve très très vite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. C'est très bon pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao les amis.